J'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, je vais vous parler de quelques fonctions comme vous pouvez le voir déjà là. Donc, ces 10 fonctions que j'ai énumérées là, ce sont des fonctions essentielles que vous devez connaître dans Excel. Et en les connaissant d'un bout à l'autre, vous aurez besoin de l'utiliser. Alors, j'ai baptisé ce tutoriel en astuce Excel. Donc, on aura plusieurs autres tutoriels pour nous donner des astuces dans Excel. Alors, bon, pour chaque fonction donnée, on va essayer d'appliquer, voir comment ça fonctionne. Ok. Comme vous pouvez le voir là déjà, il y a premièrement, nous allons parler premièrement de la fonction aléa et plus précisément aléa borne. Et j'ai créé un fichier qui porte le nom et les prénoms de certains étudiants, et c'est des étudiants, disons des élèves, donc j'ai essayé de créer avec 1, 2, 3, 4 matières dans lesquelles ces élèves-là vont avoir des notes. Alors, la première fonction qui est aléa entre bornes, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de générer des nombres aléatoires compris entre deux nombres que nous allons préciser. Donc, d'abord, ça vient de la fonction même aléa qui est dans Excel. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je peux écrire égal aléa. Maintenant, la fonction aléa seule, lui, ça permet de renvoyer un nombre aléatoire de distribution normale supérieure ou égale à 0 et inférieur à 1. Donc, le nombre que génère la fonction aléa seule, c'est compris entre 0 et 1. Mais quand j'utilise aléa borne, ça va me permettre de préciser les bornes disons, un intervalle dans lequel les nombres là vont se trouver. Alors, avec cette fonction, je vais donner des notes aléatoires aux différents élèves qui sont dans ma liste. Et c'est ça que je vais faire. Donc, comment ça marche? Pour toute fonction dans Excel, pour écrire une fonction, ça commence toujours par égal. Quand j'écris égal, je commence par écrire le nom de la fonction. Donc, quand j'écris aléa, ça me propose déjà la fonction aléa entre bornes. Donc, je le choisis. Ça va me demander quel est le minimum et quel est le maximum. Alors, la note minimale que j'aimerais donner aux étudiants, bon, pour moi, je vais choisir 7. Je ne sais pas ce que vous allez choisir. Et la note maximale, c'est 20 naturellement. Et je ferme. Donc, quand je valide, ça me sort un nombre qui est 7, le minimum. Donc, je vais maintenant incrémenter, pour ceux qui savent incrémenter les données dans Excel. Donc, je vais incrémenter, je vais juste rester dans le coin inférieur droit. Et ça va me sortir un plus que je vais tirer sur la ligne, donc dans toutes les matières. Donc, aléatoirement, donc, j'ai généré les notes des Ascano de Luffy. Donc, c'est un peu ça. Donc, de la même manière, je vais rester dans le coin inférieur droit et tirer vers le bas pour gérer également des notes aléatoires pour les élèves. Donc, déjà, aléatoirement, j'ai déjà des notes pour les différents élèves qui sont là. La fonction aléa, lorsque je veux faire quelque chose, je veux générer des nombres au hasard ou bien faire des tirages au hasard. C'est très important, ça aide. Et donc,
là, déjà, j'ai déjà fini avec la fonction aléa borne. Bon, à la fin de la vidéo, on peut voir comment on peut utiliser la fonction aléa pour sélectionner aléatoirement aussi des choses. Maintenant, il y a la fonction rang que vous devez absolument connaître. Ça va nous permettre de calculer le rang de chaque élève et selon les informations, les données dont vous disposez, ça vous permet également de faire d'autres choses aussi. Alors, pour pouvoir calculer le rang de mes élèves qui sont dans ma liste, je dois avoir le total, la moyenne. Donc, ça va nous permettre de voir d'autres fonctions que nous n'avons pas énumérées dans la liste. Donc, et là, la fonction somme, donc égale somme. Donc, je calcule la somme des notes de chaque élève pour avoir le total. Donc, ici, ça fait 56. Et quand j'incrémente vers le bas, ça va faire, ça va me donner le total de chaque élève. Et pour calculer la moyenne c'est naturellement le total divisé par le nombre de matières. Donc ici j'ai 4 matières, français, maths, physique et sport. Donc si je veux utiliser cette formule, le total divisé par le nombre de matières, je vais écrire égal à le total divisé par 4. Donc, quand je fais ça, donc je vais voir que la moyenne de l'office est 15 et que quand j'incrémente vers le bas, ça va me donner la moyenne qui est là. Ok. Maintenant, ce n'est pas parfois professionnel de le faire comme ça parce que quand le nombre de matières va changer, je serai obligé de venir modifier les 4 qui est là. Donc, la fonction qui est appropriée, c'est la fonction moyenne. Donc, il y a la fonction moyenne qui est déjà intégrée dans Excel. Donc, ça fait, j'écris moyenne et je choisis la fonction. Et je sélectionne tous les nombres sur lesquels je veux calculer la moyenne. Et je fais ma parenthèse et je valide. Et donc, j'ai la moyenne qui est là. J'ai mis le total dedans. Ça me donne une moyenne qui dépasse déjà 20. Donc, il faut que j'enlève le total dedans. Et j'incrémente vers le bas. Je peux double-cliquer là et ça va me générer le résultat. Bon, vous allez voir que à chaque fois que j'effectue une action sur la feuille, ça change, les notes changent au fait. C'est parce que j'ai utilisé une fonction et avec la fonction F9, la touche du clavier F9, quand j'appuie sur ça, vous allez voir que à chaque fois, ça réutilise au fait la feuille. Donc, si je veux éviter cela, donc je vais sélectionner les notes que j'ai là. Et qu'est-ce que je fais? Je copie les notes. Je copie. Et quand je copie, qu'est-ce que je fais? Je colle. Je le colle également là, mais en valeur. Donc, je fais un collage en valeur. Et comme ça, c'est bon. Je peux maintenant enregistrer ma feuille. Donc, quand j'appuie sur F9, ça ne va plus changer. Mais à la fin de la vidéo, on va encore utiliser notre fonction aléa borne et varier les résultats et voir. Donc, on cherchait le rang. Donc, il y a la fonction rang qui est déjà intégrée dans Excel. Donc, quand j'écris égal, je mets rang. Il y a la fonction qui est là. Donc, il me demande c'est pour quel nombre je cherche le rang. Qu'est-ce que je fais? Donc, je cherche le rang de cette moyenne-là qui est là. Et ça va me demander quels sont les nombres dans lesquels je cherche son rang. Qu'est-ce que je fais? Je choisis toutes les moyennes, je sélectionne toutes les moyennes. Et ce qui est important que je dois faire là, c'est de figer la ligne. Bon, je fige la ligne et la colonne. Donc, je fais fonction F4.
j'appuie sur la fonction F4. Si vous appuyez sur F4, ça ne marche pas. Gardez la touche fonction enfoncée et appuyez F4. Si ça ne marche pas toujours, essayez de mettre les dollars tels que c'est écrit là et vous fermez la parenthèse et vous validez. Donc, on voit que l'OFI est septième dans tout ce lot-là. Et quand je clique deux fois sur le coin inférieur droit, donc j'ai le rang de tous ceux qui sont là. Donc, la fonction rang nous permet de trouver la place qu'occupe un nombre donné dans plusieurs autres nombres. Alors, on a déjà fini avec la fonction rang. La troisième fonction, c'est la fonction si. La fonction si, toute personne qui fait une formation dans Excel, il y a cette fonction qui vient souvent et qu'on est censé connaître et savoir l'utiliser. Alors, pour la fonction si, l'application qui est ici, c'est d'apprécier les résultats de chaque élève et de délibérer. Bon, l'appréciation et la délibération que j'ai mis ici, décision, excusez, j'ai écrit DC là. Donc, voilà comment nous allons apprécier les notes. D'abord, nous allons apprécier les notes. Donc, il faut que je suis allé sur la troisième feuille pour écrire un peu plus grand afin que vous puissiez bien voir. Ok, nous allons dans l'appréciation, si quelqu'un a moins de 10, nous allons dire que son résultat est médiocre. De 10 à 12 ouvert, c'est-à-dire si quelqu'un a moins de 12, alors son résultat est passable. À partir de 12, c'est assez bien. Si ça arrive à 14, alors c'est bien. À partir de 18, c'est très bien. Et si la personne a 20, alors c'est excellent. Donc, c'est comme ça que nous allons apprécier les résultats des élèves. OK. Donc, nous disions tout à l'heure que si quelqu'un a moins de 10, alors son résultat est médiocre. Donc, je vais sortir mon clavier visuel. OK. J'ai maintenant mon clavier visuel. Donc, vous voyez. Donc, je vais expliquer pas à pas comment fonctionne la fonction si pour que lorsque vous allez vouloir l'utiliser après, ça ne vous pose pas grand problème. Alors, on veut apprécier les résultats des élèves. Donc, si quelqu'un a moins de 10, donc si sa note est inférieure à 10, lui, on va lui dire carrément que il a un résultat médiocre. C'est ce qu'on s'est dit. Donc, je fais Alt, Entrée, Alt, Entrée pour aller à la ligne. Donc, maintenant, si son résultat est compris, si sa note est supérieure à 10 et supérieure ou égale à 10 et inférieur à 12, alors son résultat est passable. Alors, qu'est-ce que j'écris? Donc, si sa note est inférieure à 12 et supérieure inférieur à 12 et supérieur ou égal à 10, alors son résultat est passable. Bon, disons, il a une mention passable. Si plus que ça, son résultat est inférieur ou égal à 20 et
supérieur ou égal à 18, alors on va lui donner une mention excellent. Bon, jusque-là, je n'ai pas encore mis la fonction si, mais je suis en train de décrire ce que je veux faire. Et là, déjà, ce n'est pas encore dans le format que Excel peut comprendre. C'est juste la manière dont je vais apprécier les résultats des élèves, c'est juste ça qui est là. Maintenant, comment écrire tout cela pour que Excel puisse comprendre que si sa note est inférieure à 10, alors je lui donne un résultat médiocre, je lui donne une mention médiocre et tout ça. Donc, comme toute autre fonction dans Excel, ça commence par égal. Donc, comme nous ne voulons pas écrire la fonction ici, nous voulons voir comment ça marche. Je vais commencer par si. Donc, quand je crie mon si, je mets entre parenthèses. Et je mets la condition. Et ensuite, si cette condition se vérifie, c'est que ça va faire. Et si la condition ne se vérifie pas, c'est que ça va également faire. Alors, nous allons dire à Excel, s'il trouve un élève qui a une moyenne inférieure à 10, alors de lui donner un résultat médiocre. Et comme c'est médiocre, c'est une chaîne de caractères, les chaînes de caractères sont souvent écrites dans les fonctions, dans des quotes. Et les quotes, quand vous regardez sur mon clavier visuel, c'est là. Au niveau de la touche 3, c'est les quotes. Donc, on met toujours les chaînes de caractères dans les fonctions, dans les quotes ou bien griffes, comme vous pouvez l'appeler. Maintenant, au cas où l'élève n'a pas une moyenne inférieure à 10, qu'est-ce qui va se passer? Comme on a plusieurs options de mention, alors il va continuer, il n'a qu'à continuer sa recherche. Alors, il n'a qu'à voir. Si cette condition n'est pas vérifiée, alors si, je mets encore entre parenthèses, si l'élève quand même a une note inférieure à 12 et que cette note est supérieure à 10, alors il lui met une mention passable. Je le mets également dans les quotes ou les griffes et je mets encore point virgule. Je continue, si toujours comme ça. Ok, maintenant au niveau de la dernière condition où j'ai dit, bon, si c'est que la note a compris entre 18 et 20, de lui donner une mention excellente, je n'ai plus besoin d'écrire cette condition-là comme ça, comme les autres. Donc, comme c'est la dernière condition, si toutes les autres conditions sont vérifiées, si Excel vérifie toutes les autres conditions et que ça ne se vérifie pas, alors ce qu'il va faire, ça veut dire que la personne se trouve dans le cas des excellents. Donc, comme c'est la dernière condition, nous allons lui dire maintenant, si toutes ces conditions que nous avons citées jusque-là ne sont pas vérifiées, alors de mettre une mention excellent. OK. Et quand nous utilisons des si imbriqués, prenons toujours le temps de s'assurer que nous avons fermé le nombre de parenthèses que nous avons ouvert. Donc ici, j'ai ouvert 1, 2, 3, 4, 5 parenthèses et donc à la fin, je dois avoir 1, 2, 3, 4, 5 parenthèses. OK, jusque-là, ça va un peu, mais on va également améliorer un peu notre fonction. On ne lui a pas encore indiqué là où il doit vérifier, sur quelle cellule il doit vérifier la condition. Alors, nous allons revenir rapidement sur notre deuxième feuille. Bon, c'est nommé feuille 1.
Mais c'est la deuxième quand même, hein, selon l'ordre, pas les noms. Quand nous regardons la première cellule que nous voulons vérifier, c'est la cellule I1. Donc, c'est la cellule I2, fonction ci, parce que on a tendance à beaucoup l'utiliser parfois. Ok, je sais que j'ai mis l'élément sur lequel il doit vérifier les conditions à chaque niveau. Jusque-là aussi, notre fonction n'est pas totalement bon. Le E que j'ai mis ici, ce n'est pas une fonction DSL. Le E que j'ai mis là, ce n'est pas... SL ne comprend pas ça. Alors, il y a deux manières de faire. Donc, il y a la fonction logique et même de celle qui est celle comprend. Alors, ce que je vais faire, je vais enlever les et qui sont au milieu. Comment on utilise cette fonction et là? Donc, on écrit et comme cela. Bon. Et dans cette fonction logique, et on précise les conditions. Et ça, c'est la première condition. La deuxième, et on ferme la parenthèse. Donc, après, on va utiliser cette manière-là et afficher nos résultats. Ensuite, on va voir la deuxième manière qui est très simple, ça qui est vraiment professionnel. Donc, quand j'écris et comme ces deux conditions, j'utilise la fonction logique et pour pouvoir préciser les conditions dedans. Donc, je peux et là. Ok, donc j'ai mis et au niveau de toutes les conditions. Maintenant, ce que je vais faire, bon, je peux supprimer les espaces comme je peux les laisser. Je préfère supprimer les espaces que j'avais mis, les sauts de ligne. Je les supprime. Ah, c'est ce que j'ai écrit assez bien.
Ok, je suis sûr que il y a peu pour que je diminue un peu la taille ici pour que ça soit ok, comme ça c'est donc je copie maintenant et je viens maintenant là où je veux faire mon appréciation. Ah, je l'avais déjà fait. Je supprime. Là où je viens, là où je veux faire mon appréciation, je mets égal et je colle et je valide. Donc, c'est bien. Scano de Luffy à 13,25 avec une mention assez bien. Donc, ma fonction a bien fonctionné. Donc, je peux maintenant tirer vers le bas et je vois que bon, pas mal de résultats. C'est une seule personne qui a une mention passable 11,25. Bon, les résultats, voilà, les appréciations. Je disais tout à l'heure qu'il y a une autre manière de faire. La deuxième manière, au lieu d'utiliser les et tout ça, bon, il y a une manière de faire comprendre à Excel qu'à un certain niveau donné, il peut attribuer des mentions et sans utiliser la fonction logique. Alors, on va lui dire tout simplement que si id est inférieur à 10, de mettre médiocre. Et ici, on va lui dire tout simplement que si id est inférieur à 12, qui met passable. Et si id, on supprime les et. Oh, je supprime ici. Donc, si id est inférieur à 14, il met assez bien. Maintenant, si id est inférieur à 16, il met bien. Si id est inférieur à 16, si id est inférieur à 16, alors il met bien. Maintenant, si id est inférieur à 18, il met très bien. Maintenant, si c'est le reste, il met excellent. D'accord? Bon, là, il faut mettre inférieur ou égal parce que si quelqu'un a 10, alors il est médiocre. Inférieur ou égal à 12, alors il est... non, si la personne a 10, il commence déjà par passer. 12 déjà, 12 déjà, 12 déjà, il est dans c'est bien. 14 déjà, ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Donc, si c'est 15, alors il a bien, mais si c'est 16, c'est une mention très bien. Maintenant, si la personne n'a pas 18, 18 c'est excellent, 19 c'est excellent. Ok. Donc, quand nous l'écrivons de façon simple comme ça aussi, Excel comprend, sans que nous ayons précision, la bonne inférieure, la bonne supérieure. Donc, vous allez voir avec moi que Excel comprend très bien ce que nous disons. Donc, on colle et on varie. Donc, vous allez voir, c'est la même chose. La même chose. Donc, sans préciser la bonne inférieure, la bonne supérieure, dès que nous mettons les bonnes supérieures déjà, en disant que la cellule ou bien le nombre soit inférieur à cette bonne supérieure, ainsi de suite, et celle comprend et il nous fait bien la tâche. Ok, la deuxième chose, c'est de délibérer, la délibération. On va également utiliser la fonction si, seulement que ici, on ne va plus faire beaucoup de, ne va plus mettre beaucoup de conditions logiques parce que là, il s'agit de dire si la personne est admise ou pas. Donc, là, maintenant, on va écrire égal si, bon, on va fixer la moyenne à 12.
si la moyenne est supérieure ou égale à 12, donc je suis là. Si la moyenne est supérieure ou égale à 12, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il nous dit que la personne est admise. Sinon, qu'il nous dit que la personne est refusée. Ce résultat est refusé. On ferme et on valide. Donc, nous allons voir que bon, c'est celui qui a la mention passable là, celui qui sera refusé naturellement. Donc, il est refusé. Donc, voilà un peu les merveilles que nous pouvons faire avec la fonction si. Et donc, il faut que je fasse celui-là. Nous allons continuer avec les autres fonctions. La fonction qui suit la fonction si, c'est la fonction concaténée. Donc, la fonction concaténée, ça nous permet de mettre des chaînes de caractères qui sont dans différentes cellules ensemble. Donc, rapidement, nous pouvons voir ça. Lorsque nous allons vouloir, il y a le nom des élèves à part et les prénoms. Mais nous pouvons avoir le nom et prénom ensemble. Donc, ici, dans la cellule qui va suivre, nous allons récupérer le nom et prénom de chaque élève, nom et prénom. Nom et prénom. Donc, il faut que j'agrandis pour que vous voyez bien. Je mets en tête chez centre. Maintenant, comme toutes les autres fonctions, ça va commencer toujours par égal et j'écris concaténer. Bon, ça me propose que vous utilisez concat ou bien concaténer. Concaténer, ça fait les mêmes choses. Donc, concaténer. Donc, je choisis concaténer. Donc, ça va me demander le premier test. Donc, j'ai choisi le nom, point virgule, et j'ai choisi le prénom. Mais quand je valide comme ça, bon, vous me voyez ce que ça fait. Donc, ça met le nom et le prénom collés. Alors, il me faut d'espace au milieu pour que le nom se décolle du prénom. Ce que je vais tout juste faire, c'est que après mon point virgule, j'insère des espaces dans une cote parce que espace est considéré comme une chaîne de caractères. Alors, je mets ma cote ou griffe et je fais espace. Bon, je vais essayer des espaces et je ferme ma cote et je mets mon point virgule. Donc, ça fait maintenant 3 tests que j'ai combinés. Le nom, espace et le prénom. Je valide. Et là, maintenant, c'est un peu plus joli quand même parce que le nom est séparé du prénom. Donc, comme toutes les autres formules ou bien fonctions, quand je clique ici 2 fois, vous allez voir, ça me concatène, ça me fait la concaténation des noms et prénoms pour chaque élève. Donc, je vais rétrécir ici, ceci un peu là. Ok, donc c'est ce que fait la fonction concaténer. Il y a des informations qui sont partagées dans des cellules qu'on aimerait bien grouper dans une cellule. La fonction concaténer aide à ça. Nous allons maintenant voir la fonction recherche verticale. Voilà encore une fonction que vous devez absolument maîtriser. Alors, que fait la fonction recherche verticale? Comme la fonction le dit déjà, ça nous permet de faire des recherches. Donc, la fonction recherche verticale, la fonction recherche horizontale, ça nous permet de faire des recherches. Alors, comment ça fonctionne?
son application, nous voulons connaître le rang de SoloFranc. OK. SoloFranc, le voilà qui est là. Nous voulons connaître le rang de SoloFranc. Je vais insérer des cellules ici. Et nous allons essayer d'afficher le rang de SoloFranc quelque part ici. Donc, avec la fonction recherche verticale, je peux récupérer le rang de SoloFranc en faisant quoi? Comme toutes les autres fonctions, j'écris égal recherche V. Il me demande la valeur sur laquelle je vais effectuer la recherche. Donc, la valeur que je cherche, c'est SoloFranc. C'est SoloFranc. C'est lui que je cherche. Et ensuite, je cherche SoloFranc. Où je cherche SoloFranc, c'est dans cette matrice-là. Donc, la table de matrice dans laquelle je vais chercher SoloFranc, je le sélectionne. Bon, je vais tout sélectionner là. Là, ça va bien se combattre. Maintenant, et je ferme. Ensuite, ça me demande quelle est l'information. L'information que je vais avoir sur SoloFranc, ça se trouve dans quelle colonne? Il est très important de comprendre comment fonctionne la fonction. Ça se trouve dans quelle colonne? J'avais dit, je veux le rang de SoloFranc. Le rang de SoloFranc, ça se trouve dans quelle colonne? Dans la colonne K. Mais en écrivant, en voulant indiquer cette colonne-là, à Excel, on n'utilise pas le numéro des colonnes selon Excel. C'est-à-dire, je ne peux pas dire maintenant compter à partir de A jusqu'à K et dire que bon, voilà la colonne. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais plutôt, considérer le numéro de la colonne dans ma table de matrice. Donc, j'ai commencé par sélectionner mon tableau à partir d'ici. Donc, je compte à partir d'ici. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, ça fait 8e colonne de ma table de matrice. C'est très important. Donc, je veux l'information que je cherche sur SoloFranc, c'est dans la 8e colonne de ma table de matrice. Il me demande si je veux une information approchée ou bien exacte. Donc, je mets 0 pour dire que bon, je veux la valeur exacte. Alors, vous allez voir que ici, SoloFranc est 8e. Et là, également, ça me dit que bon, SoloFranc, il est 8e. Donc, si je veux, je peux l'amener ici. Et ici, j'écris rang SoloFranc. OK. Et là, je m'arrête pour pouvoir expliquer comment fonctionne la fonction recherche verticale. Dans la fonction recherche verticale, je cherche l'information sur un élément. Je vais dire un élément. Je cherche l'information sur un élément. Alors, la fonction recherche verticale me permet de renvoyer l'information qui se trouve à la même ligne que cet élément. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que comme le rang de SoloFranc est sur la même ligne que son nom et prénom, ça me renvoie automatiquement l'information qui est là. Au niveau de valeur cherchée, dans la formule, au niveau de valeur cherchée, je ne suis pas forcé d'aller sélectionner d'abord SoloFranc avant que ça ne me donne son rang. Si je veux, je peux écrire le nom même de SoloFranc dans des codes puisque c'est une chaîne de caractères. Donc j'écris SoloFranc, je veux le rang de SoloFranc. N'oubliez pas, j'avais fait des espaces lorsque je faisais la concaténation. Parce que si je n'écris pas exactement ce qui se trouve dans la cellule, je n'aurai pas les résultats. Donc, je fais.
Donc, vous allez voir, ça me donne le rang de Solofranc. Donc, je n'avais pas besoin d'aller sélectionner la cellule de Solofranc. Mais il suffit que je sais sur quoi je veux l'information. Et il va faire la recherche dans la matrice et me sortir l'information que je cherche sur cet élément. La deuxième chose à noter, c'est que l'élément sur lequel je suis en train de chercher l'information doit être unique dans ma table de matrice. Si non, il va renvoyer un résultat, mais ça peut ne pas être le résultat que je cherche. Peut-être que c'est le second, le doublon, c'est le résultat du doublon que je cherche. Alors, il faut que nous nous rassurons que cet élément-là est unique. Par exemple, quand je regarde dans ma table de matrice que j'avais sélectionnée, c'est-à-dire cette table de matrice-là, Solofranc, il est unique. Il est unique. S'il n'est pas unique, ça va renvoyer une information, c'est-à-dire l'information sur laquelle la fonction tombe premièrement, c'est ça qu'il va renvoyer. Donc, s'il y avait d'autres Solofranc qui sont encore en bas, on n'aura pas les rangs. OK. Et la troisième chose qu'il faut garder là, c'est que l'élément sur lequel je fais la recherche doit se trouver toujours à gauche et l'information que je cherche doit se trouver toujours à droite lorsque je suis en train d'utiliser la fonction recherche verticale. Autrement, la fonction ne va pas marcher. Et c'est pourquoi vous allez voir que ici, la liste, le nom et prénom des élèves, c'est à gauche et les rangs se trouvent à droite des noms et prénoms. C'est pourquoi la fonction a marché. Si ce n'était pas ça que le rang se trouvait quelque part ici, ça ne peut pas marcher. Donc, si par exemple, je vais chercher qui est le premier de la salle, vous allez voir que le premier que je cherche, l'élément sur lequel je vais effectuer la recherche, c'est dans les rangs ici. Alors que l'information que je veux se trouve ici. Je ne peux pas utiliser la fonction recherche verticale pour pouvoir voir cette information. Nous allons voir plus tard la fonction la plus appropriée. De la même manière, la sixième fonction, qui est la fonction recherche horizontale, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de chercher l'information sur un élément qui se trouve dans la même colonne que cet élément-là. Et comme la fonction recherche verticale fonctionne de gauche à droite, la fonction recherche horizontale fonctionne du haut vers le bas. Alors, je peux utiliser la fonction recherche horizontale et avoir le rang de Solofranc, mais d'une autre manière. Comment? Donc, il suffit que je remplace le recherche V par recherche H. Maintenant, ce n'est plus c'est bien vrai que c'est le rang de Solofranc que je cherche, mais ici, le rang va venir. C'est le rang que je vais mettre au niveau de l'élément sur lequel je vais chercher l'information. Parce que quoi, comme je l'ai dit, la fonction recherche horizontale permet d'afficher l'information sur un élément qui se trouve dans la même colonne que l'information qu'on est en train de chercher. Donc, comme le rang de Solofranc se trouve dans la colonne ou dans la colonne que j'ai nommée rang, alors je fais recherche horizontale rang. Et maintenant, dans ma table de matrice, la table de matrice va également changer parce que là, il faut que l'entête que j'ai utilisée apparaît. Il faut que l'entête que j'ai utilisée apparaît. Donc, je sélectionne l'entête. Je change là. OK. D'accord. OK. Maintenant, on avait précisé la colonne dans laquelle se trouvait l'information dans la fonction recherche verticale. Mais ici, nous allons plutôt préciser la ligne
dans laquelle se trouve l'information. Et ici, sur Frank, nous allons compter et voir dans la ligne dans laquelle se trouve dans notre tableau de matrice 1, 2, 3, 4. Donc, sur Frank est à la quatrième ligne. Et donc, j'écris 4. Je valide. Donc, vous voyez, avec la fonction horizontale, j'ai également la même information. Le plus important est de comprendre comment fonctionnent ces deux fonctions-là et de savoir comment utiliser l'un ou bien dans quel cas utiliser l'un ou l'autre. D'accord. Dans quel cas utiliser l'une ou l'autre. On est d'accord. Ok. Maintenant, là, quand je faisais la fonction recherche horizontale, j'étais obligé de compter la ligne où se trouve Solofranc avant de préciser cette ligne-là, la fonction recherche horizontale. Comme ça, s'il y a plusieurs lignes sur une grande base de données, ça va me donner beaucoup de travail. Alors, il y a une fonction Excel qui me permet de récupérer la ligne de n'importe quel élément que je veux. Il suffit que je sais la colonne dans laquelle se trouve l'élément et j'ai sa ligne. Et cette fonction, c'est la fonction equiv. Donc, nous allons l'utiliser en application dans la fonction index, qui est la 8e fonction. Mais bien avant ça, essayons de voir comment fonctionne la fonction equiv. Par exemple, lorsque nous avions indiqué la ligne de Solofranc dans la fonction recherche horizontale. Donc, quand je pouvais récupérer la ligne de Solofranc en utilisant la fonction equiv. Donc, quand j'écris equiv, ça me demande la valeur que je cherche. La valeur cherchée ici n'est rien d'autre que la valeur sur laquelle la fonction, la valeur, la ligne, la valeur cherchée ici n'est rien d'autre que la cellule ou bien l'élément dont la fonction qui va renvoyer la ligne. Donc, ici, c'est Solofranc. Donc, je le sélectionne. Maintenant, si c'est que c'est parce que je le vois là que je le sélectionne. Si c'est une grande base de données qu'elle se trouve à la millième colonne, je serai obligé de défiler jusqu'à sélectionner. Je n'en ai pas besoin de défiler jusqu'à sélectionner. Je sais que c'est Solofranc. Le plus important est de savoir l'écriture dans laquelle c'est écrit. Et paf, j'écris, je fais point virgule. On me demande, bon, elle se trouve dans quel tableau? Et là, j'aimerais préciser, lorsque vous utilisez la fonction équipe, essayez toujours de sélectionner une seule colonne au niveau du tableau de recherche. Quand vous sélectionnez deux colonnes, ça ne marche pas souvent. Dans la plupart des cas, ça ne marche pas. Je vais même dire que ça ne marche pas du tout. Donc, sélectionnez juste la colonne dans laquelle se trouve l'information dont vous voulez renvoyer la ligne ou l'élément dont vous voulez renvoyer la ligne. Alors, mon tableau de recherche ici, c'est lui-là. Et je ferme. Il me demande si c'est une valeur approchée. Je dis non. Je mets 0 pour dire que c'est la valeur exacte. Et donc, vous voyez, avant, j'avais dit quoi? Que Solofranc se trouve à la 4e ligne. Donc, quand je copie cette fonction-là, de equiv sauf l'égal, quand je copie ça, et que je reviens dans ma fonction recherche horizontale, et là où j'ai précisé la ligne, je le fasse, et que je le colle là, vous allez voir que j'ai toujours le rang de Solofranc. Donc, c'est comme ça que marche la fonction equiv. Maintenant, nous allons voir la 8e fonction, qui est une fonction qui regroupe la recherche verticale, la recherche horizontale. Alors, que fait la fonction index? La fonction index permet de retourner le contenu d'un élément qui se trouve à une position de ligne et colonne. Donc, fonctionnant comme ça, lui n'a pas besoin que l'information se trouve à gauche, à droite, en haut, en bas. Non. Il navigue un peu partout. Il suffit qu'il trouve la ligne, qu'il trouve la colonne et paf, il nous sort l'information que nous cherchons.
Et c'est pourquoi nous allons l'utiliser maintenant pour chercher. Oh, bon, je croyais que c'est le premier, mais j'avais mis le dernier de la classe. Nous voulons savoir qui est le dernier de la classe. Je crois que oui, j'ai mis le premier de la classe ici. Bon, ça ne gêne pas. Donc maintenant, je copie ça et je le colle là. Et là maintenant, je dis maintenant qui est le dernier de la salle. Le, le dernier de la salle. Bon, puisqu'il est dernier, mettons son fond là en rouge. Bon, avec police blanc. Ok. Dernier de la salle, ça craint. Donc, faisons comme ça. Ok. Ça, c'est juste quelques mises en forme. Ok. Maintenant, je suis en train de chercher le dernier de la salle. Et là, je vais utiliser la fonction équipe. Le dernier, comme on a dit, élève, le dernier, c'est celui qui a, celui qui est le dixième. Donc, égal, j'écris égal, je fais index. Donc, quand j'écris la fonction index, ça me demande dans quelle matrice je veux faire la recherche. Et là, bon, je peux prendre tout mon tableau. Tout. Je peux prendre tout mon tableau. Numéro de ligne. Comme je l'avais dit, on va utiliser la fonction équipe. On veut le premier de la salle. On ne va pas aller regarder dans les rangs pour voir la ligne où se trouve le premier. Non. Donc, on fait équipe. Et après équipe, la valeur que nous cherchons, c'est 1. Nous cherchons la ligne du premier. Notre tableau de recherche, c'est le tableau, c'est la colonne des rangs. Que nous fermons. On demande, nous voulons une valeur exacte. Et nous fermons. Et nous faisons point virgule, ça va me donner, ça va nous demander, bon, s'il trouve le 1, ou c'est-à-dire le premier de la salle, quelle est l'information qu'il va renvoyer sur ce nom-là? Nous allons lui demander de nous renvoyer le nom et prénom. Donc, dans notre table de matrice, ça fait 1, 2, 3, 4. On est d'accord? 1, 2, 3, 4. Donc, nous allons dire que c'est la quatrième colonne. Et nous validons. Donc, c'est Vagabond matin. Matin. Ah non, j'ai dit le dernier. Pourquoi j'ai écrit premier? C'est le dixième. Ok. Il y a Agobadia Théo. C'est lui le dernier. On peut vérifier. Hein? Oui, c'est bien lui. Agobadia Théo qui est le dernier. Et on avait déjà vu le premier. Donc, quand je copie ceci et que je colle là, d'accord? Oh, ça fait un collage en valeur. Donc, je voulais copier la formule. Copier la formule. Copier. Échapper. Et coller ici. Et changer la valeur. Nous ne voulons pas le dixième maintenant, mais le premier. Bon, apparemment, avec la fonction index, ça fait des merveilles, même si il y a des doublons. Mais l'élément, au moins dans la colonne de la ligne, doit être unique. Sinon, il va prendre le premier. C'est le premier qu'il trouve qu'il va prendre. D'accord. Ok, si ça là, c'est bien compris, alors nous allons passer rapidement au dernier.
Pourquoi j'étais mis au niveau du taux de réussite? Il faut venir ici. Ok, c'est bon. Donc, maintenant, la fonction NBC. Bon, la fonction NB d'ailleurs a plusieurs méthodes, comme nous pouvons le voir ici. Quand j'écris égal NB, vous allez voir qu'il y a NB qui détermine le nombre de cellules d'une plage contenant des nombres. De la même manière, on a NBVal qui nous permet de déterminer le nombre de cellules d'une plage qui ne sont pas vides. Donc, et à côté de ça, NB vide qui compte le nombre de cellules vides. La fonction NB permet de compter maintenant suivant certaines conditions. Alors, nous allons utiliser la méthode C sur la fonction NB pour obtenir le taux de réussite de la classe. Alors, qu'est-ce que nous faisons? Comme c'est une fonction qui nous permet de compter, nous allons compter le nombre des admis divisé par le nombre total des élèves. Et nous allons mettre ces résultats-là en pourcentage. Alors, qu'est-ce que nous faisons? J'écris égal NB, NBC, NB, compter. Pour nous compter le nombre des admis. Donc, il va demander d'abord la plage. Donc, nous sélectionnons la colonne des décisions. Et ensuite, les critères. Bon, le critère plutôt. Le critère, c'est que la personne soit admise. Donc, admis. Et nous fermons. Donc, quand nous validons, ça va nous donner le nombre d'admis qui est 9. Maintenant, nous divisons cela maintenant par le nombre total. Le nombre total d'élèves. Bon, on peut diviser par 10 et on peut également utiliser la fonction NBVal qui nous compte le nombre de cellules non vides et sélectionner également notre colonne et fermer. Bon, ça nous donne 0,9. Donc, ça veut dire que 90% de la salle, donc nous mettons cela en pourcentage avec des chiffres, un chiffre après la virgule. Donc, on a 90% des élèves qui sont admis. Et pour finir, nous allons finir avec la fonction aujourd'hui. La fonction aujourd'hui, ça nous permet de déterminer la date du jour. Donc, j'écris égal aujourd'hui, comme la consigne le dit, de déterminer la date du jour. J'écris aujourd'hui. Et je ferme la parenthèse. Donc, ça me donne la date d'aujourd'hui. Et si je veux, je peux également modifier cette date-là pour avoir ça. Ok, date. J'ai choisi ce format-là. Donc, mardi 20 février 2014. Donc, comme vous pouvez le voir, ça me donne la date d'aujourd'hui. Donc, à chaque fois que je vais ouvrir le fichier, après, vous allez voir, la date va s'actualiser sur la date du système. Il suffit que la date de votre système soit à jour et vous aurez la date à tout moment. Maintenant, c'est bien pour les factures automatiques. Et si éventuellement vous avez besoin d'une vidéo sur comment créer une facture automatique, bon, j'avais donné une formation et on a essayé de créer une facture automatique. Si vous voulez bien, veuillez bien me le signaler en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous faire cela parce que là, la fonction aujourd'hui est importante pour que à chaque jour donné, on puisse actualiser la date pour que celui qui est chargé de la facturation ne sera pas toujours là à écrire la date du jour. Ce serait vraiment fatigant. Alors, avec la fonction aujourd'hui, tout est géré. Et également, si nous avons des dates comme ça, dans Excel, il y a d'autres choses que nous pourrions faire.
Je vais revenir au format. Je vais revenir au format. Par exemple, vous avez une table de données et il y a une colonne des dates qui sont là et que vous voulez récupérer le jour, le mois, l'année. Vous voulez créer une autre colonne et dans la colonne, ce sont les années seulement, alors que la date qui est là-bas, c'est jour, année, mois et peut-être dans d'autres cas encore l'heure. Donc tout ça. Donc il y a des fonctions dans Excel qui nous permettent de faire ces merveilles-là. Donc quand j'écris jour et que je sélectionne la date, j'écris jour, jour et que je sélectionne la date. Donc vous allez voir, ça va me donner le jour. De la même manière, quand j'écris mois, mois et que je sélectionne la date, ça va me donner le mois. Et quand j'écris égal, année, ça va me donner également l'année. Donc, c'est des fonctions d'extraction qui nous permettent d'extraire le jour, le mois et l'année dans euh, euh, dans une colonne ou bien dans une cellule date. Alors bon, si je change également le format, vous allez voir que ça va me mettre mercredi, mardi, mercredi, tout ça. Ok. Donc, c'est tout pour ce tutoriel.